d'abord parler un petit peu de ce rôle d'observation de l'ESS. Depuis quand, comment est née cette mission? C'est la première question, Véronique. Bonjour, je suis salariée au sein de la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et la mission d'observation, enfin la création d'un observatoire a été entérinée en 2008 au niveau de la Chambre régionale de l'économie sociale. En 2008, on s'appelait Chambre régionale de l'économie sociale et on a inauguré cette fonction qui perdure jusqu'aujourd'hui et qui a croisé en 2014 la loi la loi sur l'ESS, qui avait été présentée par Benoît Hamon et qui a mis en exergue une de ses missions, parmi les 4 missions qui sont ici présentées. Les 4 missions présentées, vous voyez, il y a la mission observation. Donc aujourd'hui, toutes les CRES de France ont un observatoire de l'ESS et on a la particularité d'avoir de participer pour contribuer à la collecte de données chiffrées, mais de données qualitatives, j'en parlerai tout à l'heure, de les exploiter et de les mettre à disposition de tous les acteurs et de tous les décideurs de notre région. Voilà. C'est une mission aujourd'hui qui est financée principalement par l'État et la région Hauts-de-France. Cette mission, elle s'exerce aussi dans une dynamique nationale, c'est-à-dire que toutes les CRES de France adhèrent à la même méthodologie avec la même fourniture de données qu'on commande à l'INSEE et à l'URSSAF, ceci pour pouvoir comparer les chiffres de l'ESS de notre région au regard de l'ESS nationale et au regard de l'ESS de chacune des régions autour de nous. Donc ça, c'est une méthode importante qui nous permet aussi de se comparer et infra-régionalement de comparer nos territoires, nos EPCI, nos départements entre eux, l'un par rapport à l'autre, et de voir un petit peu les zones blanches, les positionnements en termes de poids ou de qualité caractéristiques de l'ESS. Depuis 15 ans d'observation, qu'est-ce qu'on peut tirer comme grands enseignements déjà? Qu'est-ce que ça dit? Alors, depuis 15 ans, on fait des travaux qui sont récurrents annuellement, à savoir, on a négocié et on revisite toujours un périmètre bien positionné, bien décidé avec l'INSEE, qui nous livre chaque année des chiffres. Il ne nous les livre pas en direct, c'est-à-dire que les données, par exemple pour les données actuelles, sont les données qui ont été livrées sur l'année, la réalité, la photo de l'année 2020. Donc cette année, nous avons exploité les chiffres de l'INSEE 2020, le poids de l'ESS dans toutes les régions de France, donc de la Haute-France. Et avec ces données INSEE, nous faisons un panorama que vous avez là. Je reviendrai sur le contenu après. L'URSSAF, elle, de même, nous fournit des données plus sociales. Et elle nous les fournit tous les trimestres et également annuellement. Ce qui nous permet non pas de faire une lecture structurelle, mais une lecture conjoncturelle, de voir l'évolution de l'emploi et des établissements, mais surtout de l'emploi et des caractéristiques des emplois en région et en France. Donc de comparer aussi les évolutions d'une région à une autre et infra-régionalement. Oui, alors, ces 2 documents, ils vont vous servir, ils servent à la fois aux acteurs de l'ESS. Déjà, c'est important de savoir quand on est... Je présenterai l'ESS sur le territoire de Sambre-Avesnois. La Sambre-Avesnois, c'est 8800 et quelques emplois de l'ESS. Mais c'est important de savoir les 8860 emplois ici, sur le Sambre-Avesnois tirage, ce qui représente
par rapport à la région, au département de l'Aisne, au département du Nord. Eh bien, ça permet ces comparaisons entre territoires et entre la région et les autres régions. Mais ça permet aussi de présenter le poids de l'ESS et ses caractéristiques par rapport à l'économie globale de notre région. Est-ce qu'on est sur certains, notamment sur des secteurs d'activité? Donc là, ça, il s'agit du panorama. Au niveau de la note de conjoncture, ça permet de cerner les dynamiques. Par exemple, pendant la crise Covid, il y avait une cellule de crise et on fournissait l'évolution en trimestre de l'emploi. Comment l'impact de Covid avait des répercussions sur l'évolution de l'emploi en région. Voilà l'intérêt. Ça permet donc aux acteurs de savoir, de se compter, de savoir qui ils sont, de savoir leurs caractéristiques, de savoir comment ils évoluent dans le temps. Ça permet aux décideurs de voir l'impact aussi de leur politique sur le développement de l'emploi. Ça permet aux partenaires privés, autres, et aux partenaires publics de voir que aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, c'est 11% de l'emploi en région, c'est presque 9% des établissements employeurs. Voilà, ça c'est une première lecture. Mais on ne fait pas que ces documents récurrents, que ces études récurrentes. La CRES, comme elle a pas mal de chantiers et de missions, elle peut avoir à un moment donné un chantier, comme sur la transition écologique. Il y a quelques années, on a fait une observation sur tous les établissements qui étaient engagés dans leur cœur de métier sur la transition. Demain, en 2024, on va faire justement une étude sur les structures de l'ESS qui sont impliquées sur les D3E, les équipements électroniques et électriques. Et ça, pour vous montrer comment non seulement l'ESS est pionnière, on revient sur le temps, parce qu'on a toujours des articles qualitatifs, des entretiens avec des acteurs et des données chiffrées. Donc ces documents, ces études thématiques qu'on en fait en permanence, mais d'une façon temporaire sur le thème, ça peut être là, je vous ai parlé de la transition écologique, ça peut être sur l'innovation sociale qu'on a fait dans les années 2015-2016. Ça permet de montrer la capacité de l'ESS à trouver des solutions, soit dans des secteurs d'activité, soit sur des sujets transversaux au secteur d'activité, sur des problématiques sociétales importantes, et de montrer combien on pèse, qu'est-ce qu'on fait, qui les fait, qui trouve ces solutions, dans quelle envergure. Et être très proche des territoires, et notamment à l'échelle d'un EPCI. Oui, c'est une question qui revient beaucoup parce que quand on commande des chiffres à l'INSEE pour les données chiffrées, quand on commande des chiffres à l'INSEE et à l'URSSAF, on leur demande de nous communiquer avec le moins de secret statistique possible des chiffres au niveau de la région, des chiffres au niveau des départements et des chiffres au niveau des intercommunalités. Donc on essaye de produire un état des lieux au niveau du poids de l'ESS, de l'EPCI jusqu'à la région, ce qui nous permet de lire cette carte-là que vous voyez. Vous voyez, on peut voir qu'il y a des zones où les emplois salariés, les zones blanches, où il y a moins de 1% de salariés de l'ESS, alors qu'il y a des zones très foncées qui sont plus de 10% des emplois qui sont de l'ESS. Donc on voit bien une comparaison possible entre les territoires. Mais pourquoi il y a ces différences de pourcentage? Ça, c'était la question que les acteurs locaux, qu'ils soient décideurs politiques ou décideurs économiques ou acteurs de l'ESS, se posent. Et donc, il était intéressant d'aller aussi vers un regard plus approfondi sur chacun des EPCI. On peut zoomer peut-être sur celui qui nous concerne aujourd'hui. Sandra Vénois, vous avez peut-être des chiffres à nous donner. Donc on a, au regard des chiffres que l'INSEE nous livre sur chacun des EPCI, on a regardé un petit peu comment dans chaque EPCI
l'ESS était développé, quel poids l'ESS avait. Donc, mais aussi, on sait très bien que les chiffres ne traduisent pas une connaissance approfondie de l'économie sociale et solidaire. Donc on s'est dit on va aller au-delà des chiffres et on va se donner aussi une méthode, comment parler de l'ESS par territoire, par EPCI ou groupement de PCI. Donc on a prévu de travailler sur une fiche recto verso que j'ai là dans la main, qui est là exposée, avec un recto qui est plus sur les chiffres livrés par l'INSEE pour traiter. Par exemple, ici, 8000, tout à l'heure je disais, 8, voilà, sur le territoire de Sambre-Avesnois-Thiérache, 8371 emplois, et on voit tout de suite que le territoire, le pourcentage, on le compare avec le pourcentage en région et le pourcentage au niveau du département. On est un petit peu au-dessus du nombre d'emplois en pourcentage que la moyenne régionale. Après, on regarde les établissements. On est à 8,2%. C'est combien? 9,2%. On est un tout petit peu plus aussi que la moyenne régionale. Donc on est sur un territoire SAT où la moyenne des emplois et des établissements est un petit peu supérieure que la moyenne régionale. Mais ça cache des diversités. On pourrait avoir des chiffres, parce qu'il y a 8 intercommunalités, on pourrait avoir des chiffres aussi par intercommunalité. Mais la fiche recto verso, comme elle est faite sur un seul modèle pour l'ensemble des approches territoriales, on n'a pas affiné par l'EPCI. Etc. On a fait la moyenne aussi du nombre d'établissements. Ah oui, pour que ce soit comparable d'un territoire à un autre, on s'est pris un indicateur. Par exemple, le nombre d'établissements pour 1000 habitants. Ici, on est un petit peu moins que la moyenne. Il y a 2,1 établissements pour 1000 habitants. C'est un petit peu moins que la moyenne régionale. On regarde aussi le nombre moyen de salariés par établissement pour connaître la capacité de développement des établissements ou l'historique un petit peu des fusions, absorptions, voilà. Et là, on est un petit peu en dessous de la moyenne. La moyenne, là, sur le territoire, il y a 13,3 salariés par établissement. Au niveau région, c'est 13,7. On est la région où les établissements sont plus gros en moyenne. La moyenne de nos effectifs par établissement en région, c'est la moyenne la plus forte de France. Voilà. Donc, et après, le tableau du bas, c'est par secteur d'activité. Alors, le deuxième côté, le verso, va nous présenter toujours en haut à gauche, donc il y a le territoire qui est nommé, et en dessous, ce sont le contact du territoire, mais pas le contact des acteurs, mais de la dynamique qui est portée sur le territoire la plus globale. Donc ici, comme on est sur le pacte, il a été noté, c'est une fiche qui va évoluer dans le temps. Aujourd'hui, qui est-ce qui gère le suivi et la coordination du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache? Ce sont deux chargés de mission des deux sous-préfectures de Vervins et d'Avesnes. Donc c'est ce site qu'on trouve. Si c'était une fiche sur le pays de Laon, du sud, enfin dans l'Aisne également, il y aurait installé là le PCI de Laon avec leur service de développement économique. D'accord? Et comme on est sur un territoire qui réunit 8 intercommunalités, vous avez ici, en dessous l'encadré qui présente les 8 intercommunalités et leur politique en faveur du développement de l'ESS. Et vous avez sur le côté droit les maillages, la dynamique de maillage des acteurs de l'ESS. Alors,
on ne peut pas tout dire sur un petit recto verso de ce type. On n'est pas exhaustif. Donc là, on a cité, l'Observatoire a opté pour citer les dynamiques majeures de l'ESS, à savoir celle qu'on a fêtée tout à l'heure, la signature, le COTES qui s'est engagé jusqu'à la création, qui a participé à la mise en œuvre d'un pôle territorial de coopération, le PTCE, qu'on a signé tout à l'heure, dont on a signé tout à l'heure son engagement. Et ça, c'est pour le territoire de Centre-Avesnois. Et pour la TRH, la dynamique de l'ESS, elle se vit actuellement au sein de l'association qui gère le conseil de développement du pays ou du PDR du pays de la TRH. Donc vous avez là un petit aperçu historique et qualitatif de ces deux dynamiques qui font le territoire. Et toujours, dans toutes les fiches, on retrouve aussi quelques employeurs. Donc là, comme on a sur 8 intercos, l'Observatoire a voté 8 employeurs différents en termes d'effectifs, des employeurs de 200 salariés, employeurs dans la vie sociale coopérative et des fondations. Donc l'objectif, c'est pas d'être exhaustif, mais qu'on est bien dans toutes les EPCI, dans chacun des EPCI, avec des modèles de masse salariale et de statut juridique très différents. Voilà. Je voudrais aussi, pardon Hervé, je voudrais aussi dire que le bas de la fiche, à chaque fois, met en évidence les liens que chaque acteur de l'ESS ou autre acteur de développement économique peuvent activer pour appuyer des projets de l'ESS. Au sein de la CRES, on a un pôle développement économique avec ici des présentes qui anime le réseau Tremplin, qui regroupe toutes les structures qui vont appuyer, accompagner, porter des conseils à tout porteur de projet ou à toute structure qui veut développer, structure de l'ESS qui veut se développer ou résoudre ses problèmes, ou des structures classiques qui veulent passer en ESS. Et vous avez aussi la référence à des accès à des soutiens financiers portés par la région Hauts-de-France. Dans ce travail d'observation, de collecte de données, vous avez rencontré quoi, des gens qui se questionnaient sur le sens de votre mission, sur son utilité, à quoi ça allait servir? Ah oui, ça c'est la partie qualitative. Parce que quand il faut faire cette partie qualitative, qui sont les acteurs qui sont dans des dynamiques? Quand on est à Lille ou à Amiens, il faut commencer par aller les rencontrer ou téléphoner à certains acteurs dont on a eu les noms, on a entendu des investissements et on leur téléphone. Et il y en a qui répondent, mais vous, là, qui vous êtes? Donc déjà, ça permet de faire connaître la CRES et son réseau là où les gens sont. Pour la CRES, ça permet aussi d'identifier des acteurs locaux. Après, on entend leur dynamique ou leurs problèmes. Donc on écoute plusieurs convergences. Qu'est-ce qui converge entre les acteurs de ce territoire? Et c'est comme ça qu'on est arrivé à se dire, on va faire 2 entrées, une sur le COTES, qui a créé une dynamique, parce que historiquement, ils sont en lien, ils se connaissent, mais ils ne se connaissent pas tous. Ils disent bien que sur l'ensemble du nombre d'établissements présents, ils ne connaissent pas tous les établissements. Donc on sait que ça sert bien aux acteurs de l'ESS, quand ils voient qu'ils sont 630 établissements, ils se disent, mais nous on se connaît, on est centaines à se connaître, mais les 50 autres, comment on va faire pour les connaître? Ça peut engager l'intérêt, ça peut engager une dynamique pour aller rencontrer, identifier l'ensemble de ces acteurs. Voilà. Et puis ça peut servir aussi aux décideurs locaux, puisqu'ils voient à travers cette fiche le poids réel et les caractéristiques de l'ESS, et quelques noms, et ils savent que la CRES peut les aider à se mettre en contact avec les acteurs de terrain.
Le travail, le collectage réalisé par votre mission d'observation, c'est accessible, c'est disponible, ça se trouve? Oui, on pourrait peut-être parler de la CRES. Elle a toute une mission de communiquer sur l'ESS. Elle anime la plateforme ESS HDF. Et donc, vous trouvez toutes nos productions qui sont ici en papier, l'affiche, mais aussi le panorama ou la note de conjoncture qu'on sort tous les ans. Vous les trouvez sur le site de ESS HDF et sur le site de la CRES. Dans la rubrique ressources, vous avez toutes nos productions, ainsi que les productions plus éphémères et thématiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. La question, c'est pourquoi un décalage de 3 ans au traitement des données? Pourquoi un décalage de 3 ans dans le traitement des données, Véronique? Avant, c'était 2 ans. L'INSEE mettait 2 ans pour nous livrer les données. Et il y a eu la loi 2014 qui a rectifié le périmètre de l'ESS, qui a développé des nouveaux agréments, entériné le fait de nouveaux agréments. Et il a fallu du temps à l'INSEE pour changer son modèle d'investigation et de récupérer les données auprès des acteurs. Et elle a pris du retard. Donc nous, on est tributaires des livraisons. Après, il y a eu la période du Covid qui a fait qu'on a fait le choix de rester un peu plus longtemps sur les données 2019 parce que c'était les données relatives à une situation normale de l'ESS, puisque l'année 2020, c'était une année particulière. Voilà. Aujourd'hui, il est prévu de revenir à une lisibilité, à une production sur des chiffres qui ont 2 ans d'âge. Et ça, on ne peut rien faire contre ça, puisque c'est notre fournisseur de données qui est le fournisseur classique de l'économie. C'est bon, ces 2 ans de décalage, c'est grave d'être éloigné de 2 ans ou, Non. Parce que les choses n'évoluent pas du jour au lendemain. De toute façon, on est quand même assez proche d'un état quasi réel. Non, ça n'évolue pas beaucoup. Ça n'évolue beaucoup au niveau structurel. La région Hauts-de-France, depuis les premiers chiffres, depuis les premières observations, on est entre presque 11 et presque 100 d'une année à l'autre. Donc des salariés des Hauts-de-France, l'ensemble de l'ESS représente entre 11 ou 12% selon les années de l'ensemble des salariés de la région Hauts-de-France. Par contre, dans le temps très long, si on compare aujourd'hui avec 2008, la première production sur l'observation, il n'y avait en région qu'une ou 2 fondations. Et l'économie évolue beaucoup, l'économie globale évolue beaucoup, et il y a eu une création de fondations. Aujourd'hui, avec le temps, sur le temps long, on voit qu'il y a une évolution du nombre de fondations. Mais sur 2 ans ou sur 3 ans, non. Il n'y a pas de retour de situation. Merci Véronique. Voilà, on va s'arrêter là, on va essayer d'être concis parce que c'est dense, c'est le travail de thérapie. Et vous dites que vous pouvez